pour justifier ce qu'on appelle ici parricide politique, en disant que nous combattons les contentions politiques, nous combattons les positions ambiguës politiques. Le professeur Abba Yono a été président de sous-section une fois dans son village quand il occupait encore ses affaires. Oui, bien sûr, président de sous-section. Vous comprenez? Et qu'aujourd'hui se retrouve dans un autre parti politique pour des raisons que nous ne maîtrisons pas jusqu'ici, c'est un vol détourné, c'est une trahison. À la limite, ça frise ce qu'on justement appelle parricide politique. Le conseiller parce qu'il a été fabriqué dans le moule du président Paul Biya. Nous disons qu'il serait maladroit et mal intentionné de dire que rien n'a été fait, et qu'au nom de ce que rien n'a été fait, on devrait commettre un parricide. Vous savez, le génotexte de ce pamphlet, c'est effectivement un parricide politique. Et nous pouvons insister là-dessus. Et c'est honteux de penser que parce qu'on est allé s'allier à quelqu'un d'autre, on devrait demander aux autres de ne plus voter l'autre personne. Alors, je vais vous poser une question. Avant que le professeur Abba Yono, que nous recevons très régulièrement un plateau ici sur Club d'Élite, ne s'allie officiellement au MRC, ce qui, je le rappelle, n'est pas une faute, ce qui n'est pas un péché. Mais avant qu'il ne s'allie officiellement au MRC, est-ce que déjà il ne critiquait pas le pouvoir en place? Est-ce qu'il n'était pas acerbe vis-à-vis du pouvoir en place? Critiquait les élites. Je ne sais pas pourquoi... Avant le meeting de Paris, ainsi parlait différemment. Le professeur Abba Yono ne parlait peut-être pas différemment, mais il n'avait jamais pondu une déclaration. Et il n'avait jamais pondu une déclaration après avoir officialisé sa proximité avec un leader politique. D'accord. Donc vous comprenez que nous réagissons aujourd'hui parce que nous constatons que, et nous considérons qu'il ne s'agit plus là d'un fils du Sud qui s'exprime, qui pose les problèmes de développement que tout le monde pose tous les jours. Il s'agit là d'un acteur politique qui se positionne comme un allié politique de quelqu'un qui combat le RDPC. Alors nous sommes obligés de réagir à la dimension de ces déclarations politiques. Le parricide, dans son essence la plus brute, il évoque un crime ancien, mythologique, celui de tuer symboliquement ou parfois réellement celui qui nous a donné le nom, la terre, l'autorité. C'est Caïn et Abel, Édipe et Laïos, c'est la révolte qui dévore ses racines. Dans la politique, ce mot est rare. Et lorsqu'il surgit, il dit plus que tous les discours. Il dévoile une faille, une blessure dans le pacte. Il est accusateur, irrémédiable. On ne revient pas d'un parricide. On en ressort marqué, soit comme traître, soit comme initiateur d'un nouveau cycle. Abba Yono, dans le corps, je le dis en tant que professeur titulaire de sciences politiques et droit public, c'est l'un des meilleurs. Voilà un cas. En une seconde. Comment vous pouvez comprendre donc qu'un garçon comme Abba Yono, il est du pays organisateur. Moi, je vais répondre. Comment on peut comprendre que vous ne pouvez pas expliquer ça, sauf le dénigrer ou penser que ce qui se passe est bien? Moi, je pense que si moi, j'étais du Sud, et j'avais le pouvoir, je nommerais le professeur Abba Yono. Je placerais des têtes, toutes les têtes du Sud. Et je termine. Ça n'a pas seulement touché des personnes comme Abba Yono. Franck Biya, attendez. Vous appelleriez... Je fréquente la famille présidentielle. Vous appelleriez votre sanction si vous étiez Abba Yono? Non, ce que je ferais à la place des élites, on va vers eux et on discute, on apaise. Je vous prends un cas. Est-ce que vous savez que la famille présidentielle, s'il vous plaît, la famille présidentielle, c'est pas possible. Bon, je laisse parce que moi, je fréquente certains membres de la famille présidentielle. Est-ce que lorsque vous allez voir même des grandes positions dans la République, d'abord, Paul Biya, c'est un homme très juste. Hein? Très juste. Je connais des amis qui m'ont dit que lorsque on a créé la région, mais les gens voulaient que le chef-lieu de région soit à Saint-Méliman. Les enfants de Saint-Méliman, sous le contrôle de mes frères qui sont ici. Oui, mais comme il est juste, Paul Biya, elle allait donner à Bolova. Dernier point. Regardez sa famille, comme moi je fréquente. Mais comment vous pouvez comprendre que dans une république comme celle-ci, comment on peut comprendre qu'un garçon comme Franck, qui est brillant, qui a fait l'école, hein, pratiquement au crépuscule de la vie politique de mon maître politique, c'est-à-dire parce qu'il va vers la fin de mandat. Un garçon comme ça n'a jamais eu un poste. Allez voir même Amoyomé Sala. Dès qu'il ne veut pas. Allez voir, laisse-moi parler, c'est pas ton niveau ça. Je parle politique. Quand vous allez même voir Amoyomé Sala,
dans la famille présidentielle, combien de parents du président ont réussi? Je vous prends un cas, mon ami. Pour ça, circulons la parole. Bon, je laisse la parole alors. Vous refusez les illustrations. C'est bien. On revient à vous. Vous l'avez non, mais ça veut dire qu'il faut régler ce problème et protéger ce qu'on appelle les enfants du Sud. Vous n'avez pas dit clairement si Abba Oyono avait raison d'appeler à un vote sanction contre le président. Mais pour moi, ce n'est pas un motif. C'est un motif d'amener les autres à négocier avec lui. D'accord. Le 18 juin 2025, une lettre ouverte signée par 8 personnalités d'origine du Sud est rendue publique. Parmi les signataires, le prof Jean-Calvin Abba Oyono, un universitaire connu, un homme de plume et d'idées. Dans cette lettre, un ton rare, critique ferme, résumé, assumé. Le texte ne se contente pas de faire un bilan, il appelle à une prise de conscience. Il interpelle, il évoque la souffrance, le silence, la peur. Il cite des noms, des figures du Sud qui, selon les auteurs, ont été marginalisés, punis, oubliés. Et surtout, il propose un changement. Il appelle les fils du Sud à se lever, non pas contre une tribu, ni contre une personne, mais contre un système qu'ils estiment avoir trahi les promesses faites aux leurs. Cette lettre, pourtant signée à 8, va cristalliser le regard sur un seul nom, celui de Jean-Calvin Abba Oyono. Peut-être parce qu'il est plus connu, peut-être parce qu'il est plus exposé, peut-être aussi parce que son profil académique, ses prises de position passées ou ses proximités avec certaines figures de l'opposition, notamment Maurice Kamto, font de lui une cible désignée. Très vite, le débat prend une tournure singulière. Ce n'est plus la lettre qu'on commente, c'est l'homme, son passé, son entourage, son positionnement. L'attention médiatique se concentre. L'arène politique s'ouvre. Boni, il s'agit là d'une solidarité des universitaires. Le professeur de Sanga Yamdi ne peut pas vous dire exactement pourquoi. Moi, je vais vous dire. C'est un comportement obséquieux de vassalisation auprès du professeur Maurice Kamto. Il s'agit de faire allégeance. Ce communiqué, je vous dis qu'il intervient à la suite des événements de Paris et des manifestations. Mon frère, c'est ce que je dis. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est légitime, puisqu'il est d'un parti? Oui, c'est ce que je dis. Légitime d'un point de vue personnel, mais ça perd sa légitimité d'un point de vue du contenu et du message qu'il voudrait faire passer. C'est ça. C'est-à-dire qu'il voudrait entraîner la région du Sud à s'engager dans sa position personnelle, qui est celle de vassalisation auprès du professeur Maurice Kamto. Bon, on vient le pourquoi il le fait. Il le fait parce qu'il est miséré. Oui, même s'il est... parce qu'il veut un poste, et c'est normal de vouloir un poste. Écoutez, c'est normal de vouloir un poste, oui, mais ce n'est pas normal de procéder à un assassinat politique, à un parricide. Vous savez combien de fils du Sud veulent les postes? Les ministres ne sont pas nommés pour promouvoir les compétences exclusives du Sud. Bravo. Les ministres du Sud peuvent à compétences égales promouvoir les ressources humaines de leur village d'origine. Moi, vous ne privilégiez pas quelqu'un de mon village. Je vous dis. Nous avons ces ministres, quelqu'un de mon village de comportement républicain. D'un comportement républicain pour comprendre que les ministères ne sont pas des entités communautaires. D'accord, les ministères sont des entités monsieur le conseiller de Kuala Bay, excusez-moi. Non, mais c'est la même chose. Non, s'il vous plaît, non, s'il vous plaît. Nous sommes dans une logique de compétence. Si quelqu'un est compétent, vous voulez faire un mémorandum sur les frustrations de la région du Sud, professeur? Non, parce que tous les frustrations de la région du Sud, je vais avoir pour la jamais de jeter le président de la République en pâture? Non, je condamne. Et alors, condamnons l'attitude du professeur. Non, moi je ne dis pas condamner. Dieu donné son négocions. Il a eu tort. Le plateau de Vision 4 dans l'émission Club d'élite. Le thème du débat est bien affiché en bas de l'écran. Mémorandum du Sud vers un parricide politique. C'est une question. Le ton est donné dès l'intitulé. Le mot parricide est désormais au centre, non plus comme allégorie lointaine, mais comme accusation politique. Ce dimanche, les discussions sont vives. Les positions sont tranchées. Le plateau devient alors le reflet d'un malaise plus large, celui d'une région confrontée à ces contradictions entre loyauté historique et aspiration au renouvellement. Jean-Calvin Abba Oyono n'est pas présent physiquement,
mais il est partout dans les esprits. On l'analyse, on le critique, on le situe. Et dans certaines interventions, le débat vire à l'offensive. Certains dénoncent une trahison, d'autres y voient une libération de la parole. C'est dans cette ambiance que le terme parricide politique est utilisé par le ministre d'État Jacques Famindongo. Un mot lourd, chargé, solennel. Il parle d'un groupuscule d'aigris qui aurait tenté de renverser l'ordre établi. Mais l'accusation ne se limite pas à une critique politique. Elle est morale, presque rituelle. Elle renvoie à l'idée d'un pacte rompu, d'un lien ancestral trahi. Utiliser ce mot, c'est dire que la parole contestataire, lorsqu'elle vient du Sud, ne peut être une simple opinion. Elle devient faute, elle devient rupture. Elle sort du cadre du débat, elle entre dans celui du tabou. Pourquoi alors vous les mettez sur la sellette? Ça veut dire que vous êtes tombé dans le piège. Vous savez très bien que en étant dans le MRC, c'est un parti qui fonctionne essentiellement sur la base des... Oui. Donc, c'est vous êtes tombé dans leur piège. Si on ne prend rien, pourquoi vous faites tout ce ramdam? Ce ramdam sert à quoi? Vous-même, vous constatez que ceci ne plante rien, et puis vous montez à la sellette. Moi, je vois, quand je vois votre comportement, vous êtes tellement agacé. C'est comme si on vous arrachait une richesse quand vous parlez d'Abaouyong. Alors qu'au même moment, vous dites qu'il ne plante rien. C'est bizarre, ça. Ça veut dire que vous êtes tombé dans leur piège. Parce que ça alors, pourrait avoir un effet, finalement, cette déclaration. On a l'impression qu'ils ont peur. Moi, je ne vois vraiment pas beaucoup d'incidence à ce qu'Abaouyong tienne ce genre de discours. C'est un discours qui est assez proche même des manières de faire de leur... Ils ont peur qu'Abaouyong ne soit écouté par les jeunes du Sud, en fait. Est-ce qu'Abaouyong ne pourrait pas capter justement l'attention des jeunes du Sud? Mais justement, c'est de ça qu'ils ont peur. Et c'est manifeste. Alors la question, c'est sur la base de quels arguments? C'est pour ça que j'ai dit qu'ils n'ont pas su réagir. C'est eux-mêmes qui ont gonflé l'importance d'Abaouyong. Abaouyong a fait ça dans cet objectif et ils sont tombés dans le panneau. Dans la lecture proposée par le professeur Jacques Famindongo, Paul Biya n'est pas seulement un président. Il est perçu comme une figure fondatrice, le père d'une époque, d'une région, d'un équilibre. S'opposer à lui depuis le Sud, ce serait donc symboliquement attenter à cette filiation. Et c'est précisément ce qui fait du mot parricide un outil qu'il utilise. Il disqualifie sans débattre, il enferme le désaccord dans la transgression. Mais ce mot, aussi fort soit-il, en dit peut-être plus sur le système que sur les individus qu'il vise, car il montre une chose, la parole libre, lorsqu'elle vient de l'intérieur, est plus redoutée que la critique venue de l'extérieur. Le Cameroun n'est pas le premier pays où un pouvoir est confronté à la parole de ses propres enfants. Dans l'histoire des régimes durables, la fracture vient souvent de l'intérieur. Elle ne commence pas toujours dans la rue. Elle naît parfois dans les salons, dans les mémoires, dans les regrets. Elle se dit d'abord à voix basse, puis elle s'écrie. Et un jour, elle devient publique. Ce n'est pas nécessairement un soulèvement, ce n'est pas toujours une rébellion. Parfois, c'est un simple mot, une simple prise de parole, une tentative de rompre le silence, une volonté même d'exister autrement. Biya a 92 ans ou 93 ans. 92 ans. Les gens aujourd'hui s'approchent encore sur lui. C'est vrai, c'est des gens qui ont une longue longévité. Mais est-ce qu'il est encore très actif? Les problèmes posés par Abaouyong, peut-être il les pose mal. C'est des problèmes qui sont d'ordre général. Bien, lui ne pouvait même pas présenter son fils en disant voici mon fils. C'est ça? Il s'accroche à cet âge. Il y a des choses qui peuvent même justifier, au-delà de son action réelle et politique, il y a des choses qui peuvent justifier le comportement des gens du Sud. Même beaucoup de petits, des camps sont agacés par ça. Le président Biya n'est plus on le voit, il n'est plus absent, il n'est plus présent. Il est fatigué.
Mais on considère, c'est comme si c'était... Est-ce que c'est... Je ne sais pas, quelle divinité vous a dit qu'il n'y a que Biya qui peut être président de la République? Pourquoi vous ne pouvez pas lui demander de le remplacer, même par son fils? La politique, il faut arrêter avec ça. Donc, vous voyez, cette agitation. Moi, je dis, vous ne jouez pas un bon rôle. Ce genre de comprendre. Vous ne jouez pas un bon rôle. Et c'est là-bas où vous transmettez un mauvais message. Vous développez l'esprit même de la compétition sur la présidentielle, sur les bases tribales, avec votre comportement. Vous utilisez des termes comme parricide, qui dans le frustration. Moi, le mot frustration, parricide. Où tu opères. Oui, oui. Mais quel est le parricide dont on peut accuser dont on peut accuser Abaoyono? Abaoyono. Parricide, ça veut dire quoi? C'est un homme politique. Donc, c'est des termes qui ne sont pas très agréables dans le jeu politique. Je dis une fois de plus, vous les gens du Sud, sachez que le Sud n'est pas capable de maintenir Biya étudié. Et là, quand vous faites vos discours, vous devez tenir compte de tous les autres communautés partenaires. D'accord, nous allons voir ce qu'il en est des communautés partenaires justement derrière. Ne serait pas là. C'est ce discours-là que vous devez apprendre et à utiliser sur le champ public. Dans ce contexte, qualifié de parricide, une telle parole s'est aussi révélée un impensé, celui d'un pouvoir qui considère encore la loyauté comme un dû et non comme un choix. Mais le journalisme, lui, ne juge pas ce choix, il le replace dans un cadre, il en mesure les effets, il l'inscrit dans une dynamique. Le mémorandum du Sud, la réaction du ministre, le débat à Vision 4, tout cela dit une chose fondamentale. Le Cameroun est en mouvement. Les lignes bougent, les territoires politiques se réorganisent et les mots utilisés en disent long sur les tensions internes. Il raconte un pays qui arrive à un carrefour. Pas encore une rupture, mais une mise à l'épreuve. Un autre professeur, professeur Joël Meyolo, que vous connaissez tous sur le plateau. Très bien. Joël Meyolo, on ne va pas lire bien évidemment les SMS. Il nous dit Abaoyono, professeur Abaoyono, a été chef de division des affaires juridiques au Minpemeza, sous Etundingoa. Ça s'est achevé en queue de poisson. Il a été au droit d'auteur. Ça s'est également mal terminé. Par ailleurs, Abaoyono est maître de conférence. Oui, en tant que collègue, ça veut dire que... on est censé comprendre quoi. Écoutez, qu'est-ce que ça veut dire? Meyolo qui écrit, c'est mon frère. D'ailleurs, j'en profite pour lui dire qu'il est mon frère, mon ami. C'est un garçon qui n'est pas violent. Mais il ne faut pas prendre ces options dans un contexte comme celui-ci. Tout simplement parce que nous savons quand même que... Vous voyez, vous dites vous-même qu'il a été chef de division ailleurs. Mais Abaoyono, allez voir ses cours à soi. C'est un maître. Et entre autres, pourquoi le ministre Famendongo, par exemple, si moi je continuais à être son conseiller, d'ailleurs j'étais un des souffleurs du ministre Famendongo, je vous l'avoue aujourd'hui, je venais lui dire que ça ne va pas. Il faut que mais il le récupère. Vous savez, quand les gens sont frustrés, c'est facile de penser que quelqu'un qui est frustré, effectivement, parce qu'il n'a pas obtenu quelque chose, est anormal. C'est que le professeur... Bon, oui, le DP. Non, le DP d'abord. Pour moi, à l'université, Abaoyono méritait au moins qu'on lui donne même, pourquoi pas, même un poste de vice-directeur. C'est-à-dire que s'il avait eu un poste de vice-directeur, il ne serait pas... Il ne serait pas frustré, c'est la vérité. Ce n'est donc pas la conviction, c'est ça? Non, ça veut dire que... il y a des types de frustrés. Vous êtes un journaliste. C'est une démarche alimentaire. Non, vraiment, il faut pas réduire le propos à ça. Il y a deux positions, M. Fonga. Vous êtes compétent, on ne vous donne rien. Ça vous frustre. Il ne doit donc pas... Bon, maintenant, vous êtes incompétent. On ne vous donne rien, on ne peut pas vous écouter. Mais dans le cas du professeur Abaoyono, d'ailleurs, vous voyez ses prestations, ses lectures rigoureuses des textes juridiques dans les télévisions et les radios. Allez dire à un téléspectateur qui nous écoute que ce monsieur ne vaut rien, la personne va... Guy répond à la question. Le parricide politique tel qu'il est évoqué aujourd'hui n'est pas un fait. C'est une interprétation. C'est une lecture symbolique d'un moment politique. Une lecture chargée de peur, de fidélité,
de douleurs anciennes. Jean-Kava Bayono a parlé, Jacques Famindongo a répondu, le débat est lancé, il est vif, passionné, parfois dur, mais il dit quelque chose de profond. La parole sudiste n'est plus monolithique, elle s'individualise, elle se nuance, elle interroge son propre rapport au pouvoir. Et c'est là qu'on le veuille ou non, c'est une donnée nouvelle. Un fait d'actualité, un fait politique, un fait historique même. Merci.